le mystère de Pauline Picard. En 1922, une ombre macabre a plané sur la paisible et idyllique région de Bretagne, en France. Une tragédie inimaginable a secoué la petite communauté rurale de Saint-Rivoal et a déclenché un mystère qui allait perdurer pendant près d'un siècle. Pauline Picard, une fillette d'à peine 2 ans, a tout simplement disparu de sa maison, déclenchant une recherche désespérée qui a eu un écho dans tout le pays et a mis en lumière une histoire pleine de rebondissements choquants, de coïncidences bizarres et d'une quête angoissante de réponses. Mais qu'est-il réellement arrivé à la petite Pauline ? Qui était l'autre fillette, trouvée dans une ville lointaine à plus de 400 km, qui semblait être la réponse à toutes les prières, mais qui n'a fait qu'approfondir l'énigme ? Pourquoi un corps mutilé est-il apparu dans une zone qui avait déjà été fouillée de manière exhaustive ? Et quelle est la raison derrière la confession troublante d'un fermier qui semblait en savoir plus qu'il ne le disait ? L'affaire Pauline Picard n'est pas seulement l'histoire de la disparition d'un enfant. C'est une étude de cas sur la fragilité de la vérité, la douleur de l'incertitude et la manière dont l'espoir peut se mêler au désespoir de manière dangereuse. C'est une histoire qui est devenue une légende en France, un rappel effrayant que certaines énigmes ne trouvent jamais de réponse définitive, peu importe à quel point les gens les recherchent désespérément. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les détails choquants de cette affaire, découvrir les rebondissements qui ont dérouté la police et la population pendant des décennies, et tenter de comprendre les mystères derrière la tragédie qui a marqué à jamais la famille Picard. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime et commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Cela nous aide à continuer à vous proposer des affaires plus marquantes comme celle-ci. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez les mystères qui se cachent derrière cette tragédie qui a marqué une génération. Une vie simple à la campagne. Au début des années 1920, la France se relevait encore, portant les profondes cicatrices laissées par la Première Guerre mondiale. Tandis que les villes commençaient à embrasser la modernité, les villages isolés de l'intérieur, comme Goas-al-Loudou, la petite communauté rurale de Saint-Rivoal, en Bretagne, vivaient à un rythme qui semblait n'avoir pas été touché par le temps. Des maisons en pierre aux toits de chaume s'alignaient de manière rustique entre de vastes champs ouverts, et la vie était dictée par les cycles naturels du soleil et des saisons. C'est dans cet environnement de simplicité et de tradition que la famille Picard a bâti sa vie. C'étaient de modestes agriculteurs, consacrant chaque jour à la terre et aux animaux, gagnant leur vie de manière honnête et laborieuse. François Picard, le père, était un homme de peu de mots et de grande force, passant ses journées à s'occuper des cultures et à diriger les travaux les plus lourds. Marianne, son épouse, était le cœur du foyer, s'occupant de la maison et de la nombreuse progéniture du couple. Avec de nombreux enfants à charge, chacun d'eux apprenait très tôt à collaborer, que ce soit en aidant aux tâches des champs ou en s'occupant des plus jeunes. Toute la famille communiquait en breton, la langue traditionnelle de la région, à la seule exception de François, qui maîtrisait également le français. La plus jeune, l'adorable Pauline, est née vers 1919. C'était une petite fille aux yeux brillants, pleine de curiosité, et son sourire était aussi facile que l'air qu'elle respirait. À seulement 2 ans et demi, elle débordait déjà d'énergie, courant et jouant avec ses frères et sœurs aînés autour de la ferme. Pour Pauline, ce monde semblait un paradis sûr. Son univers se résumait à la chaleur de la maison, à l'odeur de la grange, au vert des champs et, surtout, aux bras protecteurs de sa mère. C'était une scène courante de la voir courir joyeusement sur les pelouses, son rire résonnant tandis qu'elle participait à des jeux improvisés avec sa bande de frères et sœurs. Personne n'aurait pu imaginer que, au milieu de cette routine apparemment tranquille, un événement troublant était sur le point de se produire. L'innocence de l'enfance de Pauline et le calme de son village allaient être brutalement brisés par une disparition qui allait plonger la famille et toute la communauté dans un mystère profond et douloureux. La disparition. Le soleil du 6 avril 1922 a apporté avec lui la douce brise du printemps breton. À la ferme des Picards, la vie suivait son cours habituel. Les enfants, libérés des tâches les plus lourdes, profitaient du temps agréable pour jouer dehors. Pauline, avec ses 2 ans et demi, s'est mêlée à l'euphorie du jeu, courant avec ses frères et sœurs, alors qu'elle se perdait et réapparaissait entre les buissons et la haute herbe. L'après-midi avançait sans hâte et rien ne semblait anormal. Le chant lointain des coqs et le murmure du vent dans les arbres composaient la bande sonore d'une journée ordinaire. Alors que le soleil commençait à s'incliner vers l'horizon, l'heure du repas approchait. Marianne Picard, d'une voix douce,
a appelé ses enfants. Un par un, tous ont répondu à l'appel, courant vers le confort du foyer. Mais Pauline, la plus jeune, n'est pas apparue. Au début, la mère a pensé que la petite était simplement distraite par son jeu. Elle l'a rappelée, cette fois avec une note de fermeté dans la voix. Le silence qui a suivi, cependant, a été plus qu'une absence de réponse. C'était un vide qui a fait monter un froid glacial dans sa poitrine. Marianne a parcouru les environs de la maison, fouillant chaque recoin que la petite avait l'habitude de fréquenter, derrière les arbres, près du puits et autour du jardin. La fillette n'était nulle part. Le père, François Picard, a immédiatement abandonné les tâches des champs et a rejoint la recherche. Les frères et sœurs, la peur remplaçant la joie, ont couru sur la propriété, criant le nom de Pauline. Alors que la nuit tombait, l'inquiétude s'est transformée en un désespoir total. Des lanternes à pétrole ont été allumées et les voisins, sentant l'urgence de la situation, ont commencé à arriver pour aider. Bientôt, des dizaines de personnes parcouraient les champs et les forêts, leurs cris de Pauline coupant l'air sombre de la nuit. Au fil des jours, sans aucun signe de la fillette, le silence de la disparition a laissé place aux murmures et aux théories. Certains croyaient à un accident tragique. 3 semaines après la disparition, la croyance populaire se partageait entre la possibilité qu'elle ait été emportée par un sanglier ou enlevée par des gitans, bien que la police n'ait signalé aucun campement de gitans dans la région. L'enquête de police, quant à elle, a ciblé d'autres suspects, notamment Christophe Kéramont, 52 ans, un colporteur de parapluie, ayant un passé de prison pour viol. Il s'était rendu à la ferme des Picards le jour de la disparition et avait manifesté un intérêt particulier pour Pauline. Cependant, François Picard lui-même l'a placé à 6 km de distance au moment de la disparition, et il a été relâché. D'autres suspects étaient 2 étrangers, dont la présence suspecte avait été remarquée par une habitante du village quelques jours auparavant. Mais il n'y avait aucune preuve concrète pour incriminer l'un d'eux. Chaque jour qui passait sans nouvelles de Pauline, le mystère ne faisait que grandir, transformant un après-midi de jeu ordinaire en un cauchemar collectif qui ne semblait pas avoir de fin. Une fillette à Cherbourg. Les semaines se sont traînées à Saint-Rivoal, lourdes et sans aucune piste concrète sur le sort de Pauline. Chaque jour qui passait, l'espoir se mêlait à l'angoisse de manière insupportable. Jusqu'à ce que, début mai 1922, une nouvelle inattendue et dramatique parcourt la région comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Dans la ville portuaire de Cherbourg, à plus de 400 km de là, les autorités avaient trouvé une fillette seule, errant dans les rues. Petite et aux traits délicats, elle ressemblait beaucoup à l'enfant disparu du village breton. Le rapport est rapidement parvenu à la famille Picard, accompagné d'une photographie. Lorsque Marianne a vu l'image, son cœur s'est emballé. Les traits, la forme du visage, les yeux, tout rappelait trop sa fille. En larmes d'espoir, elle a montré la photographie à son mari, complètement convaincu que c'était Pauline. La décision a été immédiate. Le couple allait partir pour Cherbourg, affrontant un long voyage en train, qui serait le premier de leur vie. À leur arrivée, ils ont été conduits directement à l'hôpital où se trouvait l'enfant. Les retrouvailles, si attendues, ont apporté un flot de sentiments contradictoires. La fillette était en effet incroyablement semblable à Pauline. Elle avait la même taille, des cheveux similaires et un regard qui rappelait leur fille disparue. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose qui empêchait l'ajustement parfait. L'enfant était affaibli, maigre et complètement silencieuse. Elle n'a pas reconnu ses parents, n'a pas souri en les voyant et, plus alarmant encore, n'a pas prononcé un seul mot en breton, la langue que Pauline avait apprise depuis son berceau. La douleur de voir cette petite fille si distante et indifférente était presque insupportable. Cependant, les médecins ont expliqué la situation de manière encourageante. Le choc et un éventuel traumatisme vécu auraient pu causer un blocage de la mémoire. Ils croyaient qu'en la ramenant dans un environnement familier, la fillette pourrait récupérer et, petit à petit, retrouver ses souvenirs. Sur la base de cet espoir, le couple a choisi de croire. Le lendemain matin, François Picard a déclaré publiquement qu'il était convaincu que la fillette était en fait sa fille. L'annonce a apporté un soulagement au village et le journal Le Matin a publié la réaction émouvante de la mère. « C'est ma fille !» s'est-elle exclamée. « Ma pauvre Pauline ! Mais comment se fait-il qu'elle soit si loin de nous ?» Cependant, le bonheur était fragile. Au sein du foyer des Picards, l'atmosphère était incertaine. La fillette qui vivait maintenant avec eux semblait une étrangère. Son silence était pesant et les doutes commençaient à ronger le cœur de la famille. L'espoir, qui s'était allumé avec tant de force lors des retrouvailles,
commençait à se mêler à un nouveau et croissant sentiment d'inquiétude. La bizarrerie s'accroît. Le retour de la prétendue Pauline a été accueilli par un mélange de joie et de soulagement dans le village. Pour les voisins, le simple fait que la fillette soit de retour était une raison suffisante pour se réjouir, mettant fin à l'angoisse des recherches. Cependant, au fil des jours, des détails troublants et étranges ont commencé à attirer l'attention. La fillette restait presque toujours silencieuse, distante de tout et de tous. Son comportement était apathique et elle pleurait de manière incontrôlable chaque fois qu'on l'emmenait sur le terrain où elle avait disparu, comme si elle revivait un traumatisme invisible. Le doute silencieux et pesant grandissait dans le regard des parents, qui se demandaient s'ils avaient pris la bonne décision. C'est au milieu de ce climat d'incertitude qu'un événement bizarre et dramatique s'est produit. Un fermier local, Yves Martin, un homme simple de 49 ans, a rendu visite à la famille. Il s'est approché de l'enfant, l'a observé avec une intensité inhabituelle pendant quelques instants, puis, sans prévenir, s'est mis à rire de manière étrange et incontrôlable. Ses yeux transmettaient quelque chose de troublant, et, soudain, sa voix s'est élevée sur un ton dramatique et désespéré. « Que Dieu me pardonne, je suis coupable. » La confession, sortie de nulle part, a choqué toutes les personnes présentes et a plongé la maison dans une panique absolue. Avant que quiconque puisse réagir, il est parti en courant, pris d'une sorte de désespoir incontrôlable. Plus tard, il a été emmené pour un traitement dans un hôpital psychiatrique à Quimper. Mais l'impact de ces paroles a continué de résonner dans la mémoire de tous les habitants du village. L'épisode n'a fait qu'accentuer le climat de mystère dans le village. Le silence troublant de la fillette, la confession bizarre et énigmatique d'Yves, et les doutes de plus en plus forts au sein de la famille Picard elle-même ont créé une atmosphère de peur, de suspicion et d'incertitude, laissant tout le monde se demander ce qui se cachait d'autre dans cette histoire. Le corps à la ferme. Quelques semaines seulement après le retour de la fillette que tout le monde croyait être Pauline, la communauté rurale de Saint-Rivoal a été secouée par une découverte terrifiante qui allait tout changer. Le 25 mai 1922, un cycliste qui passait près de la ferme des Picards a aperçu quelque chose d'étrange dans un fossé peu profond, à environ 800 mètres de la maison familiale. Poussé par la curiosité et par un sentiment de peur, il s'est approché et a réalisé qu'il se trouvait face à une scène troublante. Là, gisant sur la terre humide, se trouvait le corps en décomposition d'un enfant. Le choc initial s'est accentué lorsque des détails encore plus macabres ont été observés. Les vêtements, curieusement pliés à côté du corps, étaient reconnaissables et correspondaient exactement à ceux que Pauline portait le jour de sa disparition. Une robe à carreaux blancs, des chaussettes et des galoches. Le corps, cependant, était en état de décomposition avancée, et le plus effrayant, la tête, les mains et les pieds avaient été coupés. Une seule des jambes restait attachée au tronc. Comme si cela ne suffisait pas à plonger la communauté dans la perplexité, une nouvelle et sombre révélation s'est présentée. Près des restes de l'enfant, on a trouvé un crâne humain adulte, impossible à identifier. Le visage, selon les rapports de l'époque, avait été partiellement dévoré par des renards. La question était dans l'air. Que faisait ce crâne ici, si près des restes de la petite fille? Et qui était la personne à l'origine de ce crâne? La nouvelle s'est répandue à la vitesse d'un incendie, et bientôt les habitants de toute la région se sont rassemblés sur les lieux. Beaucoup ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Après tout, le fossé avait été fouillé d'innombrables fois lors des premières recherches, et rien n'avait été trouvé. Pour certains, cela indiquait que le corps aurait pu être placé là plus tard, de manière intentionnelle et dans un but sinistre. Le village entier a été plongé dans un abîme de stupeur et de spéculation. Si le corps retrouvé était vraiment celui de Pauline, qui était alors la fillette qui vivait dans la maison, silencieuse et avec un regard distant, les retrouvailles qui avaient apporté un rayon d'espoir se transformaient maintenant en une source de terreur indescriptible, révélant un sombre secret que tout le monde redoutait. L'enquête officielle, les autorités locales sont rapidement arrivées sur les lieux de la découverte. Le docteur Pouliken a examiné le corps et, trouvant des preuves de blessures, l'a envoyé pour une analyse plus détaillée. Le docteur Gouriou, qui a procédé à l'examen, a trouvé une blessure profonde à l'aine de l'enfant. Mais malgré cette preuve, les enquêteurs, perplexes et sans autres indices, se sont penchés sur la théorie de la mort accidentelle. En raison du manque de preuves concrètes et de la nécessité de clore l'affaire, les autorités ont conclu que la mort de l'enfant devait être enregistrée comme accidentelle, peut-être causée par une exposition au froid, suivie d'une attaque d'animaux sauvages. Le crâne d'adulte près des restes de l'enfant est resté sans explication. Pour les enquêteurs, c'était un mystère sans solution apparente,
et c'est ainsi qu'il a été enregistré. Cette conclusion officielle a laissé de nombreux habitants de la région frustrés, mais ils se sentaient impuissants face à la bureaucratie et à la hâte des autorités de clore l'affaire. Le juge de Châteaulin a statué que le corps était celui de Pauline Picard, et elle a été enterrée à Saint-Rivoal, dans un simple cercueil en bois blanc. La fillette trouvée à Cherbourg, qui restait chez les Picard, a été placée dans un orphelinat. Les parents, encore sous le choc de l'horreur de la découverte, se sont sentis incapables de s'occuper de cet enfant dont le lien avec Pauline semblait si incertain. Le père, François Picard, a publiquement hésité, interrogé par un commissaire. Ce sont ses vêtements. Mais est-ce son corps? Ah, l'autre est tellement semblable. Dans les années qui ont suivi, la fillette de Cherbourg a vécu isolée, sans que sa véritable identité ne soit jamais élucidée. Malheureusement, 2 ans plus tard, le 2 janvier 1924, elle est décédée de la rougeole, mettant fin tragiquement au seul soupçon d'espoir qui avait émergé au début de l'affaire. L'affaire est restée enveloppée dans les ténèbres, avec de nombreuses questions sans réponse, planant sur la mémoire de la communauté. Le mystère sans réponse. Les rumeurs, les théories et les spéculations ont continué de circuler pendant des années, parmi les habitants de Saint-Rivoal et de Cherbourg. Les questions se sont accumulées, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Le corps de l'enfant retrouvé près de la ferme était-il vraiment celui de Pauline? Qui était la fillette qui avait été ramenée à Cherbourg? Et surtout, la question la plus troublante, à qui appartenait le crâne d'adulte trouvé à côté du corps de l'enfant? Certaines familles locales, prises par l'imagination et le désespoir, croyaient à un enlèvement ou à un échange de bébés, tandis que d'autres préféraient croire que des événements tragiques et surnaturels s'étaient conjugués dans cet épisode sombre. Chaque version, aussi fantaisiste soit-elle, augmentait le mystère, et aucune explication n'était pleinement acceptée par tous. L'histoire de Pauline Picard est devenue, avec le temps, un symbole de la fragilité de la vérité et de la douleur des parents qui n'ont jamais eu de certitude sur le sort de leur fille. Même des décennies plus tard, l'affaire reste non résolue, et les scientifiques n'ont à ce jour effectué aucun test génétique sur les restes qui pourraient en confirmer définitivement l'identité. La disparition, les retrouvailles confuses, le corps retrouvé et le crâne non identifié composent une séquence d'événements qui défie toute logique simple. Pour les habitants de Bretagne, pour les historiens et pour tous ceux qui ont entendu l'histoire, l'affaire reste un mystère profond, rappelant à tous que la douleur de l'incertitude peut être aussi intense que celle d'une perte confirmée. Et ainsi, le village de Saint-Rivoal, à jamais marqué par ce tragique hiver de 1922, porte dans sa mémoire le souvenir d'une petite fille nommée Pauline et d'un mystère qui n'a jamais trouvé de fin.